Moi, j'ai connu Marseille il y a à peu près 14 ans. J'ai trouvé la ville assez, quand on ne la connaît pas, elle est assez effrayante, je trouve. Donc j'étais repartie de Marseille en me disant, oh là là, c'est bien, voilà une ville où je ne vivrai jamais. Chaque jour de la semaine, depuis 8 ans, 6 millions de spectateurs regardent la série Plus belle la vie. Voilà qui en fait aujourd'hui un véritable phénomène de société. Lorsque l'on évoque le feuilleton, on pense inévitablement à sa ville d'adoption, Marseille. Plus belle la vie, Marseille, Marseille, plus belle la vie, un couple désormais uni et indissociable. Mais comment cette histoire a-t-elle commencé ? Et quelles sont aujourd'hui les répercussions de ce phénomène sur la cité phocéenne ? C'est vraiment une autre énergie que toutes les autres villes de France. Et donc j'avais l'impression que ça pouvait exploser à tous les coins de rue. Il y avait les gens s'exprimaient avec force, gestes, paroles et tout, la tchatch, fameuse tchatch marseillaise. C'est une ville qu'il faut conquérir petit à petit. Donc on apprend à découvrir quartier par quartier, il faut prendre du temps, il faut aller vraiment la chercher si on veut la découvrir. Mais au premier abord, c'est un peu dérangeant parce que c'est une autre énergie, c'est une autre façon de faire, d'être. J'ai mis une bonne année avant de vraiment commencer à sentir que je pouvais être la bienvenue. Même si j'y étais venu, j'avais pas du tout l'image de ce que Marseille est vraiment. Tout commence il y a 10 ans, lorsque France 3 lance un appel d'offres pour la création d'une série quotidienne diffusée à un horaire particulièrement difficile et concurrentiel, en face des JT de 20h. C'est superbe. Ah ouais, c'est beau Marseille. 2 consignes incontournables. L'action doit se dérouler en province et la série doit souligner la diversité et la mixité française. Stresse pas. 120 dossiers sont déposés. La société de production Telle France l'emporte avec un projet qui se déroule à Marseille. On s'embrasse d'abord ou on s'engueule tout de suite ? Donc ça, c'est du 2003. Et très vite, on se fait un petit rétro-planning avec la chaîne qui nous dit nous, on voudrait que vous soyez à l'antenne en août 2004. L'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit de recréer en studio un quartier entier de la ville. Et donc à partir de là, on est venu sur Marseille. On a rencontré les équipes de France 3, Michel Blaise, que vous avez rencontré. Michel a dû voir 2 producteurs débarquer dans son bureau. Il s'est dit, mais c'est qui ces grands malades, quoi ? Il y avait une rumeur comme quoi un feuilleton devait se faire à Marseille pour France 3. Un projet qui devait être ambitieux, mais dont on ne connaissait pas la teneur vraiment. Et puis un jour, sont rentrés dans mon bureau Hubert Besson et François Charland, me disant voilà, on a un projet, tu vas nous prendre pour des dingues, on veut faire un quartier de Marseille, inspiré du panier, et c'est pour le mois de. On était en décembre et c'est pour le mois de juillet. Voilà. Donc je me suis dit que j'étais capable d'être aussi dingue qu'eux, et ça a démarré comme ça. En France, il y a un gros défaut, c'est que l'industrie audiovisuelle est très très centralisée à Paris. D'accord ? Donc en Allemagne, si on compare à l'Allemagne, vous avez Berlin, Munich, etc. Il y a plein de villes où on fait de la télé. Et donc quelque part, je pense, mais je n'étais pas là, le rêve de France 3, c'était de contribuer à l'édification d'un second pôle audiovisuel en France. Et finalement, des grandes villes qui puissent le permettre, il n'y en a pas tant que ça. Et des grandes villes qui puissent le permettre et qui fassent rêver, finalement, à part Marseille, c'est pas très évident. Enfin. Les studios aux États-Unis sont à Los Angeles, quoi. D'abord, c'est là où il fait beau, c'est là où on va chercher le soleil, on est un peu bête. En France, les studios, c'était à la Victorine. Il y a eu une tradition de studio à Marseille, il n'y en a plus pendant très longtemps. Et puis après, il y a eu aussi la richesse de Marseille, et qui, je dirais, est certainement la raison la plus importante pour laquelle on est venu ici. C'est ce côté port, brassage de culture, brassage de pensée, d'ethnie. L'image qu'on a de Marseille, c'est que c'est une ville qui finalement est ouverte à tous les possibles. Donc toutes les histoires y sont possibles.
C'est aussi une ville où il y a plein de communautés, il y a plein de couches de communautés les unes qui vivent à peu près en bonne intelligence les unes à côté des autres. C'est un très bon support pour raconter des histoires. Donc la série marche aussi là-dessus. Jonas, je suis désolé, j'ai un petit contretemps, va falloir que je rentre. Maintenant? Ah oui, mais c'est pas grave, on remet ça très vite, je te promets. Allez, hop, on y va. Bon, cette fois, faut qu'on y aille, sinon on va vraiment le rater, ce train. Ouais. Salut Aurélie. Salut. Moi aussi, je te trouve super. Il y avait des notes d'intention sur la vie d'un quartier qui ressemblerait au Panier. L'idée, c'était ça devait être un vieux quartier qui devait se boboiser au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. L'enjeu, de toute façon, était de faire un décor complètement réaliste. Et le but était de faire en sorte, et d'ailleurs ça marche pas mal, qu'on ne s'imagine pas une seconde qu'on soit en studio. Et ici, on est dans des proportions qui se rapprochent de celles du décor. Petite maison, petite fenêtre. C'est avec ce type de proportions que j'ai essayé de travailler. L'étonnant de ce quartier du Panier, c'est qu'effectivement, en étant hétéroclite, il est quand même cohérent. On se retrouve avec des choses qui ne sont pas dans l'alignement, qui ne sont pas de la même couleur, de la même texture, de la même époque. Et tout ça montre bien la mixité marseillaise, les gens différents, de différentes origines, de différentes cultures. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu inclure autant de feuillage dans le décor, autant de végétaux. Et ça aussi, ça donne ce côté village dans la ville, que j'aime beaucoup. Le souci, dans 1000 m², recréer un quartier entier, c'est une gageure qui est un peu complexe. Il fallait réussir à faire rentrer dans ces 1000 m² quelque chose qui évoque le quartier du Panier dans son ensemble. Donc oui, on pourrait dire que j'ai réduit le Panier à cette surface-là, de cet espace, pour donner une idée de l'échelle entre le vrai quartier et celui du studio. Construire un décor permanent d'une telle envergure est un véritable défi. Mais il fallait déjà trouver l'endroit qui pouvait abriter le quartier du Mistral. Ce seront les studios de la Belle de Mai, une ancienne manufacture de tabac fraîchement reconvertie en studio de tournage. C'est vrai que très vite, le studio de Marseille de la Belle de Mai s'est imposé. On a vu l'endroit ici, c'était assez étonnant parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Août 2004, il n'y avait rien du tout. La dalle n'était même pas coulée quand on a visité. La première fois qu'on a visité le studio ici, c'était à la lampe torche. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait, la dalle n'était même pas plane, quoi. On a dû la refaire 2 fois. Enfin bon, voilà. On est entré ici en avril 2004. C'était une grande boîte noire, pas de lumière, pas de chauffage. Tout ce décor, c'est un grand pulse qui s'est constitué dans nos ateliers, de l'autre côté de Marseille. Et nos éléments de décor arrivaient par camion, une noria de camions qui tournait tous les jours, amenait les éléments, les panneaux. Chaque façade est découpée en panneaux, assemblés sur place. Et on a fini en temps et en heure, pile poil. Et franchement, je pense que tous les gens qui ont travaillé, j'en vois encore beaucoup, en ont un souvenir émerveillé, quoi. C'est une chance extraordinaire d'avoir eu ce projet en main et d'avoir pu le mener à bien
franchement. C'est un souvenir merveilleux. En juillet 2004, le décor est achevé. Marseille peut s'enorgueillir de voir naître son 112e quartier, le quartier du Mistral. Quand on est arrivé au tout début, ils nous ont dit, vous allez voir, on a fait des décors. Et ils nous ont fait visiter les premiers studios. On a 2 studios. Maintenant, on en a 4, bientôt 5. Mais on avait un studio de 800 mètres carrés, un studio de 1000. Ils ont commencé par le 800 mètres carrés qui était tous les intérieurs des trucs. Puis ils nous avaient dit, vous allez voir, c'est formidable et tout. J'ai dit, mais c'est le genre de studio que tu vois partout dans le monde. Et ils avaient bien préparé leur coup parce qu'après ils ont dit, ben, on va traverser, on va aller dans le 1000. Et là, on est rentré dans... Et je crois que c'est là où tout le monde a vraiment mesuré l'ampleur du désir des producteurs de faire une série qui cartonne. On est rentré dans le 1000, on est rentré dans le quartier du Mistral et on a tous levé les yeux et on s'est dit, ah ouais, c'est sérieux là. Ils nous ont pas laissé rentrer dans le studio avant midi. Ils voulaient pas qu'on rentre avant midi. Et une fois qu'on a été tous là, midi, ils nous ont fait rentrer. Et je dois dire que j'ai eu la gorge serrée. Voilà. Quand on est rentré dans ce studio qui fait quand même 1000 mètres carrés, avec une hauteur de plafond démentielle, et on est rentré dans un décor en carton-pâte qui faisait hyper réel, enfin, c'était très étonnant. J'avais pas encore la connaissance de Marseille, donc je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être inspiré de Marseille. Par contre, j'étais bluffée de voir les coulures de rouille sur les murs, de voir les graphes en bas des murs, de voir les mégots sur les trottoirs. C'était un décor et c'était hyper réel dans les détails. Et je me souviens d'avoir été un peu émue de rentrer là-dedans et d'avoir eu la sensation de rentrer dans l'histoire quelque part. Il y avait quelque chose qui se commençait là. Je ne savais pas trop où j'allais, mais il y avait quelque chose qui se commençait là. Ouais. Salut les merci. Bah, vous avez perdu vos parents? Non, on les a laissés dans une réserve d'Indiens. Oh, dis donc, t'es de plus en plus canon, toi. Bon alors, le Canada? Non, toi tu veux parler des Canadiennes. La vérité, c'est que tu m'aimes pas autant que je t'aime. Je sais bien que si... On n'est pas heureux comme ça. Alors, comment tu trouves? Oh, c'est génial! C'est encore un de tes plans foireux, je parie. J'ai bien réfléchi, je le garde pour moi. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? C'était une énergie du début absolument extraordinaire pour créer quelque chose qui n'existait pas encore en France. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie pour se retrouver, je crois que c'est le 30 août 2004, à l'antenne. Et là, ça a été catastrophique parce que je crois qu'on a fait une audience à peu près à la hauteur de la Mire. Voilà. Le lendemain, c'est toujours des grands moments dont on se souvient parce que le lendemain, c'était la conférence de presse de rentrée de France Télévisions. Et donc, il fallait annoncer le bon score de Plus belle la vie le lendemain. Et là, je crois qu'on a tous, surtout les gens de France 3, frôlé les murs et on se faisait tous discrets. Avec ce petit programme qui avait mobilisé toute la chaîne. Et Marseille est une femme qui a beaucoup de personnalité. Sans parler de ses habitants. Vous vous en rendrez vite compte si vous obtenez ce poste. Oh, je compte bien l'obtenir. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur vos motivations? C'est à cause d'une femme que je veux m'installer à Marseille. On a eu le droit à tout, Plus belle la vie, Très bien. tout ce qu'on veut, tous les jeux de mots les plus bidons avec Plus belle la vie, on y a eu droit. On a eu droit aussi à tous les potes qu'on appelait en danser le pire soap que la télévision ait fait, c'est naze, c'est nul, voilà, ça va s'arrêter. Et on nous l'a tellement répété au final que moi j'ai vécu pendant quelques mois dans un appart avec un abat-jour, enfin avec une ampoule qui pendait au plafond. Je me suis dit, ça sert à rien de mettre un abat-jour parce qu'on s'en va, j'ai pas défait les valises, je me suis dit, ça sert à rien, parce que de toute façon on va partir.
Et quand même, on était tous vachement investis. Et je crois que ce qui a été très beau dans cette série, c'est qu'il y a eu une rencontre. Il fallait tout faire ici, puisque on était aussi dans une économie telle que d'habitude, c'est plutôt quoi? C'est une équipe de Parisiens qui débarquent à Marseille et qui imposent leur style. Et sauf que là, il a fallu qu'on trouve notre équipe de Marseillais. Parce que déjà, je n'avais pas les moyens d'amener des Parisiens à Marseille, à part moi, quoi. Excusez-moi, personne n'est parfait. Mais donc, il a fallu juste qu'on mette cette équipe en place. Alors, tiens, mets quelqu'un en doublure. Mets-toi en doublure. Alors, l'idée, Premier été, c'était un peu le centre de vacances. On habitait tous un peu ensemble, ou dans les mêmes hôtels, ou dans les mêmes appartes. On connaissait que les gens de l'équipe, donc on était beaucoup entre nous. Tout de suite, ce qui était quand même remarquable sur cette série, c'est que quand on arrivait, on avait l'impression d'arriver dans une troupe, comme une troupe de théâtre, quoi, avec une vraie conscience des personnes sur le travail qu'ils font, sur le devenir du travail qu'ils faisaient, si ça pouvait devenir quelque chose de pérenne ou non, si ça pouvait continuer ou non. Et je pense que déjà, c'était là. Ouais, c'est vraiment pas commun à manger ces trucs-là. Hein. Je pense que c'est fait pour les gens qui passent leur vie en maillot de bain. Ah, c'est sûr qu'à Paris, ça arrive pas souvent. Hein. Ah. Alors qu'ici, tu vois, tu peux te baigner de mars à octobre facile. Quand on est arrivé ici pour le tournage, je me souviens que le lendemain matin, je suis parti tourner à la Pointe-Rouge. Et ils sont venus me chercher avec un véhicule. Et donc, on est passé sur la corniche. Et je me dis, mais attends, je suis en vacances, là. Je vais pas travailler, c'est pas possible et tout. La mer, le ciel bleu, l'air frais, le vent. C'est assez étonnant. Donc, tu vois cette ville qui est super populaire avec des gens partout qui grouillent. Puis tu te retrouves à Sormiou et tu fais, mais... C'est-à-dire qu'il y a une crête, quand on traverse la crête, on regarde derrière, il y a le champignon un peu de la pollution de Marseille, puis tu regardes de l'autre côté et t'es aux Antilles. Les débuts sont difficiles. Tous les éléments sont repris un par un, du scénario à l'écriture des personnages. France 3 laisse le temps à la série de trouver son public et en 3 ans, 5 millions de spectateurs s'ajoutent aux millions de fidèles de la première heure. Le mariage entre Marseille et Plus belle la vie est bel et bien une réussite. Les artisans de ce succès sont aussi les scénaristes qui doivent écrire un épisode par jour. Dès le début, ils inventent ce qui sera l'une des forces de la série, des intrigues qui coïncident avec l'actualité du jour de diffusion, même quand celles-ci sont imaginées 3 mois à l'avance. L'écriture des scénarios est la seule étape de fabrication qui ne se déroule pas à Marseille, mais à Paris. Sa grande tante dans un village des Alpes. Ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme. Ouais, donc elle reconstitue cette histoire-là qu'elle racontait à tout le monde en boucle la semaine précédente, en s'imaginant être sauvée par un Martial aussi romantique que pouvait l'être celui qui avait enlevé sa grande tante. Alors Mélanie est très très entourée, elle a des gens qui la considèrent comme sa famille proche autour d'elle, elle n'est pas du tout seule, sauf que tout le monde est en couple, et elle est seule. Elle a passé 30 ans, elle est seule, et elle le vit à partir de cette semaine plutôt mal. Un peu. Et tout le truc, quand elle va en parler, ça va être ça. J'ai besoin d'une... Pourquoi pas moi? Pourquoi j'ai pas besoin d'une... J'ai pas le droit à une belle histoire. Oui. Voilà, plus touchante. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plein de nanas qui se reconnaissent dans Mélanie, qui disent ouais, elle a raison, c'est dégueulasse, pourquoi on n'a pas le droit aujourd'hui de vivre des jolies histoires? C'est pas un charme. Marseille, c'est génial pour un scénariste parce que c'est une ville d'1 million d'habitants où tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on vient de partout, c'est un vrai carrefour. Il y a des gens très différents. Il y a à la fois à Marseille une bourgeoisie qui existe. Il y a aussi des gens pauvres. Il y a aussi de la... Alors c'est triste pour la ville, mais il y a aussi de la violence. Donc c'est une ville éminemment romanesque. Donc, pour faire un feuilleton quotidien, c'est des centaines d'histoires. On est à 800 heures de film. Donc, il fallait un berceau pour ces histoires qui soit suffisamment large pour que ce soit plus ou moins vraisemblable. Et aussi, c'est une ville merveilleuse dans le sens que c'est une ville populaire, authentiquement populaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas atteinte par la gentrification que peut connaître Paris ou Lyon. Marseille reste une ville encore mélangée. Finalement, les quartiers chics à Marseille, ils sont plutôt en périphérie.
On n'aurait pas pu faire ça à Paris. C'est pas une ville populaire. À Lyon, à Bordeaux, à Dijon, c'est pas populaire. Ça aurait été tout de suite dans une autre strate de la société. Ici, on peut tout traiter. En fait, on essaye, dans Plus belle la vie, de construire la campagne à la ville. Marseille, un peu comme Rome, a une image de ville faite de centaines de villages. Donc, Plus belle la vie, c'est quand même un village d'irréductibles gaulois. Donc, je pense que c'est beaucoup plus simple de l'implanter à Marseille qu'ailleurs. À Paris, il y a très peu d'équivalents. Ça n'existe pas. Enfin, alors, je connais pas toute la France, mais en tout cas, on avait vraiment besoin de cet aspect village, et de le rendre un peu crédible. Finalement, j'ai l'impression qu'à Marseille, on y croit. Les épisodes du feuilleton sont tournés pour 2/3 en studio, le reste en extérieur. Il était alors indispensable que la ville puisse offrir des décors naturels, riches et diversifiés. Marseille répond à cette attente en offrant à la fois la montagne et la mer, la ville et la campagne. C'est bon pour vous? Ok, attention et action, allons-y. Tu me mets de la crème dans le dos? De la quoi? La crème solaire, mon chou. Alors comment te dire, la crème solaire et mon ordi, c'est pas que ça fait pas bon ménage, mais tu vois? T'as pas envie de t'occuper de moi? Si, j'ai envie, mais là, maintenant, tout de suite, il faut que je sois aux aguets. Ce combat contre la vidéosurveillance, ça me demande une vigilance de tous les instants, d'accord? L'équipe de régisseurs de la série continue à faire des repérages. Alors qu'on a fait le tour de la ville depuis 8 ans, ils continuent à trouver des nouveaux lieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville qui évolue vachement, Marseille. Donc, on se retrouve à découvrir quasiment tous les semestres des nouveaux lieux sur lesquels on peut aller tourner et sur lesquels on peut aller faire de l'image. Ok, et coupe, merci, on y retourne. Au fond, je ne connais absolument pas Marseille. Mais en fait, comme l'écriture est à Paris, et que ça a été très absorbant toutes ces années, j'ai passé très peu de temps à Marseille durant ces 8 ans. Après, ça peut être un avantage de ne pas connaître Marseille, puisque Plus belle la vie n'est pas une série marseillaise, ne prétend pas être une série marseillaise, c'est une série qui se déroule à Marseille, ce qui est très différent. Ça va mieux comme ça? Ah, comme ça, c'est parfait. Marseille n'est jamais que le décor de la série. C'est le fond de décor. Dans les codes de fabrication de la série, on ne fait pas de plan large. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on appelle des establishing, c'est-à-dire on ne fait pas de plan où on va montrer un quartier de Marseille, par exemple on fait un plan large des quartiers nord, et après on fait un truc qui se passe dans les quartiers nord. On rentre immédiatement dans les séquences. Marseille, en fait, on ne l'aperçoit qu'à travers des fonds de décor. C'est à cause de vous. C'est vous, je suis Ce qui est intéressant avec la série, c'est que c'est ça, c'est que elle donne globalement, elle recrée globalement une image de la ville qui est une image que les gens se font finalement à partir des bribes qu'ils récupèrent. Alors au début, il y a eu une incompréhension de la part de Marseillais qui ont dit « ils ne montrent pas la vie à Marseille ». Mais je crois que sincèrement, le but de la chaîne et le but de la prod n'était pas de montrer la vie à Marseille. C'était de montrer la vie de la société française. Moi, je me rappelle très bien de ça, c'est qu'au début, quand on a vu les premiers épisodes, il y a plein de gens qui ont dit « ouais, mais c'est pas Marseille, les comédiens qui jouent sont des gens qui n'ont pas l'accent marseillais ». Sauf que l'appropriation des personnages par la communauté francophone qui regarde le feuilleton, c'est justement parce qu'en fait, les comédiens qui jouent ne sont pas typés marseillais. Ce sont des gens comme toi et moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une vie, qui ont un boulot, qui ont une femme, des enfants, une maîtresse, 2 maîtresses, qui ont des amants, Et les gens peuvent s'identifier aux problèmes qui sont développés dans les histoires, simplement parce que justement, les comédiens n'ont pas l'accent marseillais et ne deviennent pas des caricatures de ce que pourrait être le marseillais. Je préfère qu'ils ne traînent pas dans le quartier. Johanna, bonjour. Comment vas-tu? J'ai pas dormi. Ça vient pas du matelas. Bah oui, en ce moment, avec tous les soucis que tu traverses. On a trop souvent réduit à Pagnol, Rému, Fernandel. Donc tu me fais un café, s'il te Non, plaît, papy? c'est pas ça. Je fais pas Rému, je fais pas Pagnol, je fais... Par contre, je fais un patron de bistrot, et en France, le bistrot, c'est une institution. Ça, c'est français, le bistrot. Quand on boit du pastis, du vin, de la bière, ou du cidre, là, effectivement, oui, ça représente la société française. C'est vrai que le bistrot en France, c'est une institution. Mais il n'y a pas de souci, laissons les salauds en liberté, c'est exactement comme ça que je vois mon boulot.
C'est pas passé comme tu espérais, apparemment. Parce que j'ai une incapable au-dessus de moi. Oui, bon, t'énerve pas, Léo. Bon, vous allez arrêter de me dire ça, tous. Il y a de quoi être énervé, non? Il y a une femme sur la place qui vient d'en faire, et personne se bouge. Tu reprendras ça en rentrant de congé, hein? L'affaire aura fait... Peut-être que le bar du Mistral, on peut se dire, ça ressemble au bar de la Marine, mais Pagnol, c'est des films marseillais. Et nous, on ne veut pas faire vraiment une série marseillaise. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas vous raconter la quintessence de cette ville. Ce qu'on veut faire, c'est raconter la France. C'est toujours aussi belle. Ah bah écoute, à 25 ans, ce serait bête d'être déjà une vieille peau, non? Tu dis ça parce que tu trouves que j'ai vieilli? Bah j'osais pas t'en parler, hein, mais... Non mais je sais, je m'empâte. Puis là, en quelques semaines, j'ai l'impression que tout s'est affaissé. Chirurgie esthétique? J'ai essayé le botox. Finalement, le feuilleton quotidien, c'est quoi? Si on regarde un peu les expériences, c'est d'une identité arriver à parler au plus grand nombre. Chez nous, c'est la ville de Marseille. C'est toujours ça. Dans les gènes du soap, du feuilleton, il y a un quartier, il y a une ville, il y a une couleur qu'on donne. Et cette couleur, après, elle va parler au plus grand nombre. La première réplique qui est réellement à l'image, c'est celle de Vanda. Je te comprends, cet homme est un tortionnaire. Staline, à côté, c'est un enfant de cœur. Cette réplique-là, c'est la première qu'on voit ici. Les deux premières, moi, je serais encore sur cette magnifique église. Attention, et action. Peut-être plus. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, oui. J'étais à 2 doigts d'aller me pendre. Ça, je te comprends. Enfin, cet homme est intentionnel. Staline à côté, c'était un enfant de cœur. Non, puis je te jure, quand je pense à tout cet argent qui dort, ça me rend malade. Bah, moi aussi, ça m'angoisse, tu peux pas savoir. Tout ça pour entrer en politique, en plus. Bah, le candidat normal, on l'a déjà, alors c'est pas la peine qu'il suive son chemin. Oui, puis il pourrait quand même accepter que je me fasse des petits plaisirs de temps en temps, non? Pas de temps en temps, souvent. On part de la spécificité de la culture marseillaise pour s'élever jusqu'à une peinture globale de la société avec des problèmes qui touchent l'ensemble des Français, le sida, le chômage, la crise, l'addiction aux nouvelles technologies, le viol, le voile islamique, l'obésité, les OGM, le don d'organes, autant de thématiques qui ont été abordées par des épisodes de la série. Bon, tu la fermes ou je te fracasse la gueule. C'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas d'argent. C'est pas ton fric qui nous intéresse, sale petite fiotte. Hein? Bah qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un lui a coupé le sifflet, hein? La petite fiotte, là? Hein? On l'entend plus. Regardez-moi ça, elle est aussi soumise que sa salope de mère. Mais c'est pas la pute de mère. Toi, tu vas seulement passer à la douche. En fait, Plus belle la vie, ce qui fait le succès de cette série, c'est que c'est un vrai support de conversation intergénérationnel dans les familles. C'est ça qui a fait que la série marche. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un personnage qui est homo, les vieux parlent avec les jeunes du problème de l'homosexualité. Je pense que ça a fait beaucoup plus pour l'acceptation de l'homosexualité dans notre société que tous les discours qu'on peut faire sur ce problème-là. Je suis sonné. Je reviens toujours pas. Ça fait 1 an que j'attends ça. On essaye de raconter, alors avec nos moyens, avec nos œillères, la France d'aujourd'hui. Enfin, c'est un peu notre objectif, avec une question qui est la question de Plus belle la vie, qui est la question du vivre ensemble. Comment on fait avec nos différences pour vivre ensemble donc, dans notre village. Il y a des moments où on va un peu se taper dessus, puis il y a des moments où on va s'entraider, on va progresser ensemble, on va comprendre ensemble, on va évoluer ensemble. Et ça, c'est les gènes de Plus belle la vie et c'est les gènes d'une ville comme Marseille qui est en train d'évoluer aussi. Je pense que l'un des aspects positifs du feuilleton et ce qui fait qu'il est devenu, paraît-il, un fait de société, qu'il a accroché, c'est qu'à un moment donné, les gens se retrouvent dedans. Alors, ça leur plaît pas. Peut-être qu'ils n'aiment pas la vision qu'on donne d'eux, j'en sais rien, mais ils se retrouvent. Alors, goûtez l'autre, vous allez voir la différence. Alors? Mais ne le presse pas, il savoure, là. Vous sentez cette douceur qui envahit la bouche? Pendant plusieurs décennies, on a rêvé du village planétaire, on a rêvé des avantages que pourrait offrir la mondialisation, l'Internet.
Aujourd'hui, on en revient un peu. On en revient un peu parce qu'on se rend compte que le revers de la médaille, c'est des rapports de plus en plus impersonnels, l'effacement des spécificités régionales, socioculturelles, qui finalement sont importantes pour la construction identitaire des individus. Et donc on est tellement allé dans le sens de ce rêve du village planétaire, de la mondialisation, que certains aujourd'hui font machine arrière et se disent finalement le local, c'est pas si mal. D'où la fête des voisins, d'où la série Plus belle la vie, proposer un modèle moins impersonnel, moins anonyme. C'est étrange quand même. Arrêtez votre cinéma, ce sont les deux mêmes huiles. Non, mais c'est incroyable cette mauvaise foi. Après, les goûts, c'est comme les couleurs, hein. Enfin, on les perçoit pas tous pareil. Hein, c'est vrai. Ah. Vraiment, je dois avouer que ce sont les mêmes. Mais papa, c'est pas possible, tu la sens bien cette différence quand même. Il ne peut pas la sentir parce qu'il n'y en a pas. Hein? C'est bien ce que je vous avais dit, j'ai raison. Puis vous savez quoi, vous m'emmerdez. Vous y connaissez rien, elle est délicieuse cette huile. Si vous le dites. Le tissu social, cette petite société, cette espèce de tribu que représente le quartier du Mistral, que les gens aiment, auquel les gens adhèrent, parce qu'ils représentent un peu ce qu'ils sont et ils représentent des fois ce qu'ils aimeraient vivre. C'est quand même hyper important, ce côté tribu, ce côté on peut s'engueuler, mais attention, il y a la famille. Ça donne une image rassurante. La force de la série est d'avoir donné corps à un éventail de personnages auxquels chaque spectateur peut s'identifier. De 15 à 75 ans et de toutes origines, les comédiens sont représentatifs de la société française. Le décor, à sa manière, incarne lui aussi cette diversité. C'est quoi, c'est le nom d'un client? Ce qui déterminait les décors, c'était aussi beaucoup les personnages. Il marque la diversité d'un quartier comme le Panier, que ce soit Roland, Myrtha qui est arrivée après la Révolution espagnole. Tous ces gens-là signifient aussi la différence du quartier. Donc, forcément, ça implique sur les décors, là aussi, d'avoir une marque particulière. Bah, j'en ai pas grand-chose à faire de ta désolation. L'intérieur de Myrtha qui est un petit peu exubérant, coloré. Le bar de Roland qui est vraiment un bar de quartier, voilà. Ah non, je crois pas, vous me racontez des histoires. Bah tenez, regardez. Non mais attendez, c'est génial. Oui, ben, je suis désolé pour ta copine Colette, hein, elle va être déçue. Ce qui est marseillais, c'est l'esprit de ce mélange. Voilà, là aussi une mixité esthétique, on va dire. C'est vrai que là non plus, les choses ne sont pas uniformes sur le plan du style. C'est l'esprit marseillais. Bah tiens, du coup, ouais, un bisou. Bah tiens, du coup, Catherine, part. Attention et action. Ça ne me dérangeait pas. T'es pas bien, maman. J'aime mieux que tu restes à la maison quand t'es comme ça. J'ai juste mal à la tête. Je vais pas rester enfermée à cause de ça. T'as mal dormi cette nuit, je t'ai entendu te lever. J'ai très bien dormi. Ouais, parce que Béatrice me disait de justement pas trop dramatiser. Pas dramatiser, mais... Le quotidien, quoi. Elle a des tendances bipolaires et soit elle est dans un extrême, soit elle est dans un autre. Soit elle pète la forme et elle fait des milliards de trucs dans sa journée, soit elle est complètement déprimée et elle reste enfermée toute la journée dans sa chambre. Moi, c'était encore un peu monolithique, comme ça, tu vois. C'est clinique, presque, tu vois, voilà. Hein? Là, la lumière serait bien, il faudrait y aller. Moteur demandé. Allez. Alors ça retourne. Et ça tourne au son. 2109 sur 2 deuxième. Action. Je vais en avoir marre des fois. Ouais. Elle est jamais normale, tu vois. Et ça me manque. Mais je sais qu'elle est malade et bon, bah, c'est pas sa faute, hein. Si c'est sa faute, elle va pas se soigner. C'est plus compliqué que ça. Coupé.
celle-ci. Je prends celle-là en base. Donc maintenant, je vais Bien aller avant les Plus serrer. belle la vie, Éventuellement, il faut qu'on- de nombreux films furent tournés à Marseille. Ouais, c'est bien. La ville a toujours attiré le regard des cinéastes et stimulé leur imaginaire. Certains ont eu une influence considérable sur la réputation et la perception de la cité phocéenne. Les films de Pagnol ont propagé l'image d'une ville populaire, joyeuse, folklorique. Un autre cinéma, plus noir, a exploité la face sombre et violente de la ville, renforçant par certains aspects sa mauvaise réputation. En utilisant Marseille pour installer chaque soir ses intrigues, Plus belle la vie façonne elle aussi l'image que l'on se fait de la ville. Le personnage le plus important de la série, c'est quand même Marseille. Donc les gens viennent et on le sait. Moi, ma sœur était venue. On est parti à l'office du tourisme parce que bon, c'était un peu au début. J'avais besoin de connaître des trucs. On est rentré. Le type, il m'a vu, il m'a dit « Ah non !» Il dit « Ah non, non, pas vous, on n'en peut plus. » Il me dit « Le Mistral, le machin, le Select, on n'en peut plus. Sortez !» Il était mort de rire. Il m'a dit « Mais vous vous rendez pas compte du nombre de gens qui viennent en disant « On veut voir le Mistral, on veut voir le Select. » Mais c'est où ce quartier? Mais la plage machin, c'est où? Et Borelli, ils viennent avec des listes. Parce qu'en fait, dans Plus belle, il y a écrit en bas Parc Borelli, machin, truc fait, Monticelli. Et donc les gens viennent et ils se font des sortes de petits parcours. Et ils vont regarder. Donc je pense que pour Marseille, c'est vachement bien. Parce que les gens découvrent Marseille. Et puis je me demande si ça effectivement booste pas un peu aussi Marseille pour s'embellir un peu, pour s'enrichir d'autres choses. Je vous ai indiqué donc, de visiter le Panier, donc, qui est le quartier qui a inspiré le feuilleton Plus belle la vie. Une partie des studios donc, se situe sur un quartier, quartier de la Belle de Mai, hein, qui est bien connu ici. Et donc, Persuadés que le petit monde du Mistral existe, ils sont des milliers chaque année à parcourir le quartier du Panier à la recherche des lieux de tournage de la série. En vain. Je vais aller justement dans le quartier du Panier justement pour voir tous le coin de Plus belle la vie, voir la petite boutique et puis là on vient d'apprendre qu'il y avait une projection donc on va aller la visionner. Je me suis dit c'est bizarre, ça fait petit par rapport à ce qu'on voit à la télé et on a reconnu le bar quand même. Chercher l'hôtel, j'ai pas trouvé. On va visiter les calanques, une balade en bateau et puis après on connaît pas trop. Hein. À part ce qu'on entend à Plus belle la vie, forcément. Le parc Borelli, on a vu tout à l'heure que ça existait vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après la Canebière, enfin, on est passé sans travaux. De quoi il parle encore aussi? Le bar des 13 coins est le lieu emblématique de cette confusion entre la fiction et la réalité. Bonjour. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? En fait, moi, je ne me suis pas du tout inspiré de ce bar. Oui. Parce que quand j'ai vu les lieux du Panier, que je suis visité, que j'ai vu ici, ça ne m'intéressait pas parce que c'est un lieu qui n'est pas assez ouvert sur l'extérieur. Voilà, c'est très intéressant que cette image vous revienne. Mais disons que ce n'était pas mon idée de départ. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait rien, tant mieux. Hein, qu'il y ait une similitude, ça prouve quand même que j'ai dû aller dans le bon sens. Donc quelque part, petit à petit, dans l'esprit des gens, le bar des 13 coins, c'est le bar Le Mistral qui est dans la série Plus belle la vie. Donc il y a eu un petit peu comme ça une bascule. Il y a beaucoup de touristes qui rentrent et qui demanderont leur entrée. Il m'est arrivé de signer un autographe. Donc en n'ayant aucun rapport, la personne m'a dit écoutez, je suis venu, j'ai ma belle-mère qui est une fan, écoutez, signez, ça sera sympa, ça lui fera plaisir, donc ça. On a des gens qui insistent un peu en disant est-ce qu'on peut aller voir au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Je dis écoutez, au-dessus c'est une habitation, il n'y a rien, il y a des locataires. On ne trouverait rien de plus. Et puis c'est vrai qu'en été c'est un peu le cortège, ça rentre de ce côté, ça regarde un peu comme un musée, ça prend des photos et ça ressort par là, quoi.
Mais c'est une ambiance bon enfant, quoi. Vraiment, il n'y a pas de... Ça se passe très très bien. Il y a eu pas mal aussi d'intoxication, des rumeurs, comme quoi on allait justement s'appeler le Mistral. Les gens du panier qui sont attachés au bar, il y a vraiment une histoire entre le bar et les habitants du panier depuis des années. Donc là-dessus, ils sont rassurés. Et donc, de toute façon, c'est le bar de Tresco. Donc on a vraiment réussi le mélange entre la clientèle de touristes et les habitués. Prends une comme ça, chérie. On va l'envoyer à papy. L'impact de la série sur le tourisme est indéniable. Peu à peu, le quartier du panier se transforme pour aller à la rencontre des touristes. Ce qui fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Très attachés à leur quartier, certains voient en effet ces changements d'un mauvais œil. Donc j'ai connu le quartier effectivement avant Plus belle la vie. Il y avait avant Jésus-Christ, il y a avant Plus belle la vie, et après Plus belle la vie, voilà. Le reproche que je ferai au panier de maintenant, qui est mieux qu'il y a 20 ans en arrière, mais moins bien qu'il y a 50 ans en arrière, c'est que maintenant ça s'arrange, mais en perdant son âme, ça devient Montmartre. Il n'y a plus les parties de cartes, il n'y a plus la marchande de limaçon. Ces petits escargots qu'on ramasse sur le fenouil, et tous les soirs à l'apéro, c'était pas les cacahuètes, c'était les limaçons à l'apéro. Et elle passait, elle faisait à l'aiguesso, les limaçons, il y en a des gros et des pichons. Tu regardes Plus belle la vie, toi? Ah oui. Avec maman, Comment bisous? Ça va, José? Ce que j'ai dit sur Plus belle la vie. Ah, c'est un beau divertissement. C'est Ça classe. fait aussi que les gens, quand ils viennent dans le panier, ils demandent ça plutôt que la vieille charité. C'est plus mal au cœur. Et il demande le bar du Mistral au lieu de demander le bar Jacques. Et voilà. Pas déconner non plus. Moi, je suis allé dans le quartier du Panier il n'y a pas très longtemps pour voir une exposition à la Vieille Charité. Je ne reconnaissais plus le panier. C'est-à-dire que, par exemple, le bar, qui était un bar qui était dans la rue du Panier, qui était vers la rue des Muettes, je crois. En fait, ce truc-là, à cause de la mode de Marseille, a été rasé et ils en ont fait une espèce de glacier. On se croirait chez Walt Disney, quoi. Tiens, vous devriez aller faire un stage là-bas en Espagne, Barbara et toi. Oui, on sait, là-bas, ils travaillent plus et mieux que les Français. Eux, ils ont tout compris à l'importance du tourisme. Oui, parce qu'eux, au moins, ils ont pris la juste mesure de la crise. Ouais. Et ils sont champions d'Europe. Ah, tiens, allez, tous en Espagne. Moi, tout ce que je te dis, là, c'est pour toi, pour ton bien, pour que tu t'améliores. Ah, pardon, j'avais pas compris. Oh bah, alors dans ce cas, je vais faire tes vitres. La série Plus belle la vie, en fait, elle s'est installée sur un paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une vraie mode sur Marseille dans les années 1995, de 95 à 2000. Il y a eu la mode sur Marseille qui a été lancée par des phénomènes culturels forts. Guédiguian, Iso, Ayam, enfin toute une espèce de movida, la Fiesta des Suds, tout ça, ça fait que le reste du monde s'est aperçu que Marseille existait. Donc les gens sont venus sur Marseille. Et le succès de la série se fait là-dessus, alors que la réalité sociale de Marseille, depuis 10 ans, le dégringole. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est finalement le succès de la série au bout de 7 ans, 8 ans, 9 ans, puisque là on va rentrer dans la 9e saison. C'est finalement au bout de 5 ans le succès de cette série qui fait que Marseille redécolle. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le paradoxe sans arrêt. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt avec un truc qui... La série, elle joue sur le fait que Marseille est à la mode, sauf que Marseille n'est plus à la mode. Et comme Marseille n'est plus à la mode, en fait, c'est la série qui fait que ça retire le Marseille vers le haut. Ce que certains chercheurs en géographie ont très bien montré, c'est que l'image d'une ville, finalement, c'est une sorte d'association de deux éléments différents mais complémentaires. La ville réelle et l'image que les gens ont de cette ville et qui parfois est complètement déformée par rapport à ce que la ville est réellement. Les internautes tapent comme des oufs sur la vidéosurveillance. C'est pas vraiment il y a eu... Non, mais c'est plus fort que moi. Je peux plus le voir après ce qu'il a fait à notre frère. S'il l'avait pas placé en hôpital psychiatrique, Julien aurait été tué. Si Marseille pouvait ressembler à l'image que donne la série de la ville, ce serait formidable.
Mais le problème, c'est que dès qu'on sort du studio et dès qu'on met un pied en ville et dès qu'on commence à se balader, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout, quoi. Quand je me balade dans la place du Mistral, là où je tourne, je suis dans les ambiances, dans les architectures, dans le bordel, mais à la fois dans le côté villageois de ce que j'ai connu quand j'étais gamin, qui n'est plus du tout d'actualité. La ville que je connaissais quand j'étais gamin, c'était une ville populaire, donc avec des codes, avec des règles, avec un fonctionnement très populaire et très agréable, qui était vraiment sur les gens, c'était des villages, c'était une vraie cohésion sociale. Et le problème, c'est qu'en 20 ans, elle est passée de ville populaire à ville pauvre, ce qui n'a plus rien à voir. Les relations entre les gens dans Marseille aujourd'hui, elles sont autour de choses qui sont de plus en plus insupportables, comme l'incivisme, comme une espèce de laisser-aller, de bordel total, de survie, parce que en fait, c'est chacun pour soi, quoi. On est là-dedans. Moi, je pense que Plus belle la vie, hélas, fait plutôt rêver à la reconstruction du lien social plutôt que de le reconstituer réellement. Je pense que, hélas, Plus belle la vie, c'est plus entretien la nostalgie d'un lien social qui a disparu. Je ne crois pas, j'adorerais me dire « Ah, je suis en train, en écrivant Plus belle la vie, de changer le monde ». Je ne crois pas. Je pense que ça travaille sur cette nostalgie-là d'un monde un peu où on se parlait, où on était solidaire, un monde qui a un peu disparu, mais je ne pense pas qu'il suffise de regarder Plus belle la vie pour le recréer. Finalement, maintenant, à la limite, je dirais que la vision la plus juste et la plus idéale d'un Marseille qu'on aurait aimé conserver, elle n'est plus du tout dans la réalité, elle est dans la série. À travers Plus belle la vie, les spectateurs se sont familiarisés avec le Marseille d'aujourd'hui. Ils ont l'image idyllique d'une cité ensoleillée où, malgré tout, les gens s'entraident et se soutiennent. Et même si la série est une fiction et qu'elle ne représente pas forcément la réalité, c'est cette image positive que l'on retient. Les comédiens sont eux aussi confrontés à cette confusion entre la série et la vie réelle. C'est un rituel. On rentre dans la maison des gens. C'est pour ça que les gens, quand ils nous voient dans la rue, ils font pas la différence entre la réalité et la fiction. Parce que on était là hier soir, on sera là ce soir, on est là lundi. On fait des festivals, les gens nous disent « Oh, à lundi. » S'il vous plaît. Voilà. Merci. Bon, je crois qu'on est presque tous réunis là. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui a organisé cette soirée. Que la personne se désigne, quoi. Bon, alors personne n'a envoyé ses invitations. Je me baladais. Oh, monsieur Frémont, ça va? On devient quotidien, quoi. Avant, on était arrêtés. Maintenant, donc, on fait partie des meubles. Monsieur Frémont, il est à nous. Voilà, ça nous appartient. Il est où le lâche qui a peur de se prendre une raclée? C'est moi. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que des fois, on voit vraiment dans le regard qu'il y a le moment d'incompréhension où même les gens spontanément viennent me voir et me disent « Ah, ça va... Ah, pardon. » C'est normal, ils me connaissent. Enfin... En tout cas, je suis familière à leur univers. L'image. On éveille des choses qu'on ne peut pas porter. Je ne peux pas porter les doutes, les angoisses et les maladies de 6 millions de téléspectateurs. C'est pas possible. Voilà. Donc on se protège par rapport à ça, mais c'est bien qu'on l'éveille parce que ça veut dire qu'on touche des choses intéressantes. Bois ton café, va. Non, je dois y aller là. Tu mets ça sur ma note. Salut. Au fond, comme Marseille fait souvent la une dans des circonstances qui ne sont pas toujours très favorables à la ville, le fait de pouvoir, à travers un feuilleton populaire qui réunit 7-8 millions de téléspectateurs dans les épisodes qui sont les plus suivis, le fait de pouvoir démontrer que Marseille est une ville où le soleil brille certes, mais où il y a la mer, des couleurs, des espaces magnifiques qui sont très bien filmés,
ça donne une vraie fierté, une vraie capacité aux Marseillais à considérer que leur ville est une ville qui mérite d'être connue et vue par tous ses spectateurs. Donc il y a une vraie fierté. Et je pense que le regard des Marseillais sur leur ville ont changé grâce à ça. Et il y a une certaine fierté quand même de faire cette série qui marche autant. C'est invraisemblable, c'est incroyable. On est trop forts, nous, les Marseillais. Craignent des gains avec la série. Mais quand même, il y a des millions et des millions qui regardent. Ils sont tous jaloux de Marseille. Ils veulent tous venir maintenant. Et c'est vrai, j'entends des trucs comme ça. Quoi. Excusez-moi, écoutez-moi. Je voudrais vous dire... C'est important. Je crois vraiment que... tant que nous serons ensemble, la vie sera plus belle. Et maintenant, les photos! Comme les films de Pagnol à leur époque, ou bien encore les longs métrages French Connection, Taxi et le cinéma de Robert Guédiguian, Plus belle la vie est désormais entrée dans le patrimoine marseillais. La série façonne l'image de la cité phocéenne dans l'inconscient collectif et contribue au renouveau tant espéré de la deuxième ville de France. C'est une ville qui bouge, qui est bruyante, qui peut être sale, qui peut être... et en même temps qui est surprenante. En fait, Marseille, c'est un magnifique boxon de mélange improbable, de mixité géniale. Et en même temps, on se dit, il y a tellement de trucs à faire dans cette ville. Les choses peuvent être compliquées à faire parce que le rythme est lent, parce qu'on est dans le sud, Et en même temps, il y a des brèches et tout d'un coup, il y a plein de choses qui se font. Et puis, enfin, c'est une ville assez étonnante.